On va aller voir ce qui se passe à quelques 4500 km, un peu plus, un peu moins de Paris, à Téhéran, la capitale de l'Iran. L'Iran qui convoque sa population aux urnes pour élire un nouveau président parmi 6 candidats, dont un réformateur, jusqu'à présent inconnu, qui espère bousculer la prééminence des conservateurs. Et avec moi, j'ai 2 invités pour en parler. À mes côtés, bonsoir Thierry Coville. Vous avez un micro, Thierry? Alors les micros sont très directionnels, il faut bien leur parler bien dedans. Et vous avez de l'eau, servez-vous, et bienvenue dans notre studio 3F74, il fait un peu chaud. Thierry Coville, vous êtes chercheur à l'IRI, spécialiste de l'Iran. À vos côtés, Manas Shirali, bonsoir madame. Vous êtes sociologue et politiste, spécialiste de l'Iran, et vous avez publié Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, paru au Pellegrine en 2021. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous propose de regarder cette très très courte vidéo que nous a envoyée ce matin notre ami Christian Chesneau de la rédaction internationale de Radio France. Christian, qui est notre envoyé spécial à Téhéran. Bonjour Ludo, alors je me trouve dans le centre-ville de Téhéran, la capitale iranienne. Demain, c'est l'élection présidentielle pour élire un successeur à Ebrahim Raïssi, le président qui vient de mourir dans un accident d'hélicoptère. Alors, il y a 6 candidats, 5 conservateurs et un réformateur. Alors ici, l'élection se déroule dans un climat un peu tendu parce qu'il y a quand même eu une sorte de révolution il y a quelques mois pour protester contre le port du voile. Il y a eu 500 morts, donc il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas aller voter, qui ne supportent plus la censure. Il y a aussi un climat économique très difficile. Il faut savoir qu'ici, il y a 40% d'inflation. La vie est dure pour les gens, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. J'ai été au bazar et j'ai vu les commerçants qui étaient un peu dépités parce qu'ils n'arrivaient plus à vendre, parce que les gens ont plus d'argent. Mais les gens ici, en tout cas les électeurs, ne se font pas beaucoup d'illusions parce que après l'élection, la République islamique restera la République islamique et il y aura un nouveau président, toujours sous sanction, parce que l'Iran, comme tu le sais, est un pays sous sanction internationale. Christian Chesneau, envoyé spécial à Téhéran, donc en Iran. Vous souscrivez aux propos de Christian Chesneau, il parle notamment de tensions, et il a l'air de dire qu'après ces élections, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Est-ce que c'est vrai? Mes questions ne sont pas attribuées, répond qui veut, et on se passe Oui, la parole absolument, il a tout à fait raison. Et je dis la même chose que votre envoyé spécial. Et la situation ne va pas changer avec le président de la République, avec l'élection du président, tout simplement parce que en Iran, ce n'est pas le président qui détient le pouvoir. Le vrai pouvoir, le pouvoir réel, est entre les mains du guide de la révolution, qui s'appelle l'Ayatollah Khamenei. Alors le président, dans les meilleures des situations, il peut avoir 10%, ou même pas. Les autres présidents, les anciens présidents, ils ont toujours reconnu de ne pas avoir eu le pouvoir suffisant pour changer quoi que ce soit. Thierry Coville. Oui, c'est vrai que dans la structure institutionnelle de l'Iran, c'est le guide, comme ça vient d'être dit, Ali Khamenei, qui donne les grandes orientations de la République islamique d'Iran, et notamment en politique étrangère. Et d'ailleurs, il est même intervenu, ce qui est assez exceptionnel en Iran, pour corriger ce qu'avait, semble-t-il, dit un des candidats qui semblait trop proche des États-Unis. Donc, il a bien marqué sa prééminence. En plus, il y a un Parlement qui est dominé par les ultra-conservateurs. Donc vous allez me dire, bon, voilà, et on le dit en Iran, à quoi ça sert d'élire un président qui n'aura pas de pouvoir? Alors c'est pas aussi simple que ça, je pense, parce que le président, d'après la Constitution, a quand même celui qui fait tourner, on va dire, la machine gouvernementale au jour le jour. Et quand on voit quand même qu'il y a eu des tensions dans le passé entre le guide et le président, même si le guide, normalement, a le dernier mot, voilà, c'est un peu ce qui est en débat en Iran. On ne peut pas dire non plus que le président est sans pouvoir, notamment dans le domaine économique, dans d'autres domaines en Iran. Pour ceux qui nous rejoignent, qui connaissent peut-être pas, qui découvrent qu'il y a une présidentielle donc en Iran, c'est quoi les enjeux de cette élection donc finalement, si a priori ça va pas changer grand-chose après? Bon, il y a tout de même des enjeux. Il y a un président qui vient d'être tué dans un accident ou bien dans un sabotage, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un président disparu. Donc il faut le remplacer. Et c'est une occasion pour la République islamique pour dire que j'ai encore le soutien de mon peuple. Donc la République islamique a besoin à ce que les Iraniens, demain, qu'ils aillent aux urnes et qu'ils participent aux élections. Il a besoin. Pourquoi il a besoin? Pourquoi? Il pouvait parfaitement dire on n'a pas besoin de président. Mais il ne faut pas oublier que la République islamique est un régime issu d'une révolution.
Un régime issu de révolution a besoin d'avoir le soutien de son peuple. Sans ce soutien, c'est sa légitimité interne et externe qui est remise en cause. C'est pourquoi les Iraniens qui sont en relation avec moi, quand je leur ai dit je vais participer à votre programme, ils m'ont envoyé des messages qui sont sur mon Twitter. Vous pouvez aller regarder en persan et en français. Ils n'arrêtent pas de dire s'il vous plaît, dites-leur que le régime va exagérer, va gonfler les résultats. Bon, tout le monde le sait que les régimes dictatoriaux ne sont pas réputés pour leur sincérité. Thierry. Oui, alors et c'est vrai que alors il faut voir le contexte politique dans lequel ont lieu ces élections. C'est les premières élections présidentielles après la crise de 2022 suite à la mort de Mahsa Amini. C'est également des élections qui se tiennent alors qu'effectivement les taux de participation qui ont été historiquement les plus bas aux dernières élections présidentielles en 2021 et surtout aux dernières élections législatives qui ont eu lieu il y a quelques mois en 2024. Et aux dernières élections présidentielles, alors de mémoire, je crois que le taux de participation c'était 48%, c'est historiquement très très bas pour l'Iran. Et alors, les élections législatives, c'était aussi une alerte pour la République islamique d'Iran, parce que, d'après ce que j'ai lu, au deuxième tour, pour la région de Téhéran, pour les élections législatives, le taux de participation c'est 7%. Donc, c'est pas beaucoup. Là, effectivement, le diagnostic qu'on peut faire, c'est qu'il y a une grande partie des Iraniens qui, de ce fait, envoient un message à la République islamique d'Iran. Donc, d'un côté, c'est vrai. Je suis d'accord que, la République islamique d'Iran a besoin. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que là, vous voyez, on prend des décisions. C'est un peu comme en France. C'est pas ça a vraiment marché parce que là, on parle d'un taux de participation qui s'annonce pas très très élevé. Donc, c'est pas forcément bon signe pour la République islamique d'Iran. D'un autre côté, le Conseil des gardiens de la Constitution, pour dire pour ceux qui nous regardent, qui sélectionne les candidats, il a accepté, alors je pense sous l'instigation d'Ali Khamenei, la candidature d'un candidat, alors c'est une opposition interne au régime, un candidat réformateur, ce qui change un peu la donne. Donc ça suscite un intérêt qu'il n'y aurait pas eu s'il n'avait pas été là. Donc c'est vrai, il y a besoin d'avoir un taux de participation plus élevé que les élections précédentes pour affirmer la légitimité. D'un autre côté, tout le monde attend un peu aussi qu'est-ce qui va se passer pour savoir est-ce que ce candidat réformateur va être au deuxième tour. Et c'est vrai que lui, il a besoin d'un taux de participation élevé. Donc pour résumer ce que je veux dire, en le mettant dans le jeu, quelque part, je pense qu'ils ont réfléchi à ce qui allait se passer. Ils acceptent quelque part que, vous voyez, leur plan qui était d'avoir quand même un ultra-conservateur toujours au pouvoir, là, ça va pas forcément se réaliser. Voilà. Vous souscrivez, Manez ? En fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le paysage est comme ça. Ils ont besoin que les gens participent. En même temps, ils voulaient quand même faire quelque chose pour réchauffer la casserole des élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont laissé un non enturbané, c'est le candidat soi-disant réformateur qui est en fait qui a réussi. Moi j'ai lu partout qu'il était très réformateur. Pourquoi il n'est pas réformateur ? Voilà. Réformateur, conservateur, c'est trop dire, c'est trop gentil de parler comme ça pour un régime comme l'Iran. Et ça fait longtemps maintenant que cette distinction à laquelle les Français tiennent beaucoup, vraiment n'a pas de sens pour les Iraniens. Parce que sous le président réformateur Rouhani, on a eu 3000 personnes assassinées en 2 jours et demi. Sous Khatami, on a eu plein de répressions, de violations des droits humains, des libertés politiques en Iran. Les Iraniens qui vivent en Iran, ils estiment que les réformateurs sont tout aussi liés au pouvoir que les conservateurs et il n'y a pas beaucoup de différence entre eux. Donc c'est le choix entre le mauvais et le pire. C'est ça en fait pour eux. Et ceux-mêmes qui veulent participer demain, qui veulent aller aux urnes, ils m'ont dit, de toute façon, quand on vit en Iran, on n'a pas le choix de meilleur. On a le choix entre le mauvais et le pire, et donc il faut choisir entre les deux. C'est ça, en fait, l'argument qu'ils présentent. C'est-à-dire, les Iraniens sont très conscients. Ils sont très conscients qu'il n'y a pas de réformateurs, conservateurs, il n'y a pas grande différence. Et un tout petit peu, peut-être, quelques pourcents, ils peuvent changer la situation. À ce point-là, pas plus que ça. Thierry Coville ? Oui, alors, de nouveau, je suis à moitié d'accord. Moi, il se trouve que j'allais plus souvent en Iran à l'époque.
on ne peut pas non plus dire, je suis tout à fait d'accord, si on parle des problèmes sur les droits de l'homme en Iran, Bien sûr. c'est pas nouveau depuis la Révolution, et ça a toujours, c'est même certains disent que quand les réformateurs étaient au pouvoir, c'est encore pire, parce qu'il y avait même il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont quand même allés en prison, il y a quand même les leaders réformateurs qui a pris une balle dans la tête, donc on ne peut pas dire que c'est trop facile quand on est à Paris de dire c'est blanc bonnet et bonnet blanc. D'un autre côté, moi j'avais des gens, des amis, etc. Bon, il y avait un espoir en 1997. Mohamed Ratami était élu avec un taux de participation, on en parlait, je crois, au moins 70%. Donc, on peut discuter ce qu'ils en ont fait, mais il y avait un espoir. Alors, il est vrai, et là, je suis assez d'accord, et ça date depuis quelques années, il y a des slogans quand les Iraniens protestent en disant, je crois, alors, si je traduis du persan en français, c'est pour nous, conservateurs, réformateurs, pour nous, l'histoire est finie. Donc, et il est vrai. Et d'ailleurs, ça explique ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur le fait que le taux de participation, il bondit pas avec la présence des réformateurs. On sent bien, bon, moi j'écoute 8-6%, on sent bien qu'on a deux discours à ce sujet. Effectivement, il y a des Iraniens qui disent de toute façon, on a déjà essayé. En plus, avec ce qui s'est passé avec la répression en 2022 et éventuellement la répression également en 2019, dont on vient de parler, où c'était alors c'était pas un réformateur. C'était un modéré qui était au pouvoir, conservateur modéré. Et ils n'ont rien fait. Il y a certains qui disent, de toute façon, c'est une camionnette, la République islamique d'Iran, il n'y a plus rien, il n'y a plus de moteur, puis le volant est bousillé, donc qu'il soit à la tête du volant, ça ne marche pas. J'entends aussi, j'écoutais ce matin un reportage sur les minorités ethniques en Iran, donc par exemple Mahmoud Pezeshkian, pardon, il se trouve qu'il est d'origine d'Azerbaïdjan, il parle kurde. Il y a quand même des Kurdes, alors qu'ils en veulent beaucoup. Turc. Oui, mais il parle kurde. Il est d'origine d'Azerbaïdjan, mais il parle kurde aussi un petit peu, d'après ce que j'ai compris. Et donc, vis-à-vis de la minorité kurde, qui effectivement, alors là, qui en veut historiquement beaucoup à la République islamique d'Iran, il y a un petit quelque chose qui se passe. Donc les gens, et c'est exactement ce que vous venez de dire, ils disent, on n'attend pas d'énormes changements, mais si ça pouvait un petit peu changer sur le plan économique, on est d'accord. Et d'ailleurs, lui, il faut reconnaître que les réformateurs, c'est plus des grands discours sur on va changer, etc. C'est un peu, on vous propose, ils disent aux Iraniens, si vous votez pour nous, on vous propose d'essayer de faire ce qu'on peut pour faire des petits changements. Donc c'est vrai que les ambitions sont un peu diminuées, mais bon, je pense qu'il y a un certain nombre d'Iraniens qui se disent, au moins, effectivement, il vaut mieux un petit changement que d'autres candidats comme Jalili, par exemple, qui veulent continuer le chemin de Raisi. Voilà. C'est quoi un petit changement ? Ce sont quoi ces petits changements ? Tout simplement qu'on ne les tue pas dans les rues, dans les métros, qu'on arrête de les assassiner, de les massacrer, de taper sur leur tête. Ça peut être un petit changement. Mais ça, c'est pas dans un programme, si ? C'est pas dans le programme, malheureusement. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation en Iran est devenue de telle sorte que le fait qu'on ne les tue pas, qu'on ne viole pas les jeunes et les adolescents dans les prisons, ça est devenu quand même quelque chose pour eux. C'est-à-dire qu'on est en face d'un peuple qui est dépourvu de ses droits fondamentaux. Ces droits fondamentaux. On est en train de parler de cette situation. C'est pourquoi, en fait, en Iran, les élections sont des mascarades. C'est un cirque. C'est pourquoi le hashtag de cirque des élections a été vraiment répété plusieurs millions de fois depuis quelques jours, parce que pour les Iraniens, c'est un cirque. C'est un cirque. Vous savez, monsieur, moi je suis à Paris, ce n'est pas caché. Monsieur aussi, monsieur Tocqueville, lui aussi, il vit à Paris. Nous ne sommes pas en Iran. Mais si je vous parle de ce que les Iraniens veulent et de ce que les Iraniens disent, c'est parce que j'ai réussi à créer un réseau de 50 000 jeunes à travers les réseaux sociaux et je suis en contact avec eux. Pas que les amis et la famille que j'ai en Iran. J'ai 50 000 jeunes. Alors, cela dit, je tiens à dire à vos spectateurs, à vos auditeurs, que les réseaux sociaux sont très, très habiles, très capables de nous donner les différentes tendances qui existent dans une société, comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent. Ça, je l'ai largement expliqué dans mon dernier livre, Fenêtre sur l'Iran. J'ai expliqué ma méthode de travail. On peut savoir ce que les Iraniens disent, ce qu'on pense, mais on ne peut pas les compter.
Vous voyez, c'est-à-dire au stade où je suis ce soir, alors que je suis systématiquement connectée sur les réseaux sociaux, 18 heures par jour, je suis sur les réseaux sociaux en train de parler avec les jeunes et je les connais par cœur. Le problème, c'est que je sais ce qu'ils disent, je sais ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement ? Mais par contre, je ne peux pas vous dire si tout le monde dit exactement la même chose. Et c'est demain qu'on va savoir. Les paroles que j'ai pu récolter sur les réseaux sociaux, ce sont des paroles majoritaires ou minoritaires. C'est demain qu'on va savoir. En fait, c'est la société réelle qui nous donne les chiffres, mais les réseaux sociaux nous permettent de connaître les différentes paroles, les différentes nuances qui existent dans leurs paroles. Ce que j'ai pu entendre, puisque vous m'avez posé la question, ce que j'ai pu entendre à travers la parole de mes jeunes, j'ai pu comprendre qu'il y a une très grande déception de la part des Iraniens, de la société envers la République islamique, de telle sorte que la relation entre le pouvoir politique et la société est coupée. Le pouvoir n'est plus capable de communiquer avec la société, de répondre aux exigences de la société. C'est pourquoi une partie des jeunes qui ne sont pas minoritaires, qui disent il faut boycotter, parce que ce ne sont pas de vraies élections, c'est un cirque, il faut boycotter, il ne faut pas que nous donnions la légitimité à ce régime. Ils sont vraiment, sur les réseaux sociaux, ils sont majoritaires. Est-ce que dans la société, ils sont majoritaires ? On verra ça demain. On verra. Personne à ce stade ne peut vous dire ce qui va se passer demain. Qu'est-ce que ça traduit, ce fossé qui semble s'être créé, enfin, qui était préexistant, mais entre le pouvoir et la société ? Alors, je voulais simplement un petit peu rebondir sur ce qui a été dit. On ne peut pas non plus dire sur que... Bon, moi, j'ai pas regardé de bout en bout. Il y a eu 5 tables rondes avec les 6 candidats présents. On a parlé de beaucoup de choses. Bon, il n'y a pas qu'en Iran, hein. Je veux dire, c'est sûr que les campagnes, les débats, voilà, on dit des choses, on promet des choses, etc. Il y a quand même un sujet qui ressort, à mon avis, et je pense que ça intéresse les Iraniens, c'est la question des relations avec les États-Unis et des sanctions américaines. Alors, moi je pense, et je ne suis pas le seul, je veux dire, il y a tous les économistes sérieux, la Banque mondiale... Alors, il faut vous expliquer peut-être à ceux qui nous je rejoignent, pense qui que ne connaissent pas les la situation les difficultés économiques de l'Iran, on voit très bien des sanctions économiques sur très fortes. l'inflation, par exemple. Si vous voulez, l'inflation, l'accord sur le nucléaire est signé en 2015. Les sanctions américaines sont levées parce qu'on a vu que l'Iran respectait cet accord, il faut quand même le rappeler, et elles sont levées en 2016 et 2017. Vous regardez les chiffres, hein, j'invite aux téléspectateurs, je vais pas en discuter. L'inflation, pour la première fois depuis très longtemps, elle atteint, on va vérifier, 7 ou 8%. Ça veut dire quelque chose en Iran. L'inflation est passée en dessous de 10%. Chez nous, effectivement. En dessous de 10% en 2016-2017. L'Iran reçoit, c'est de nouveau les chiffres de la CNUSED, 5 milliards de flux d'investissement étrangers en 2017. Alors, c'est pas très important pour un pays émergent, mais pour l'Iran, j'avais jamais atteint ça. Et puis la croissance, alors là, la croissance, si vous voulez, parce que il faut expliquer, c'est que quand les sanctions étaient levées, l'Iran pouvait exporter tout d'un coup tout son pétrole. Donc, comme le pétrole représente 60% des exportations de biens de l'Iran, c'est un effet quasiment automatique. Trump sort de l'accord, réinstaure un embargo pétrolier et les exportations de pétrole de l'Iran, c'est les chiffres de l'OPEP, passent de 2,1 millions de barils par jour début 2018 à 200 000 barils par jour la fin du mandat de Trump. Et donc l'économie iranienne, c'est presque mathématique, hein, elle tombe en crise avec une inflation, comme on vient de le dire, entre 30 et 40%. Donc, ce que dit, et ça c'est débattu, et ce qui est très intéressant, c'est que les ultra-conservateurs, qui avant disaient non, mais arrêtez de dire que c'est les sanctions, on peut s'en sortir tout seul avec notamment notre alliance avec la Chine et la Russie, certains d'entre eux étaient même obligés de reconnaître non, on a besoin de meilleures relations avec les États-Unis. Alors on en revient à un problème de l'Iran, c'est qu'effectivement Massoud Pezeshkian c'est quand même assez engagé là-dessus. Il a dit oui, moi je suis d'accord, il faut des meilleures relations avec les États-Unis, il faut lever ces sanctions qui pèsent sur l'économie iranienne, c'est le principal problème. Et là, effectivement, on en revient aux contradictions de la République islamique d'Iran. Le guide est tout de suite intervenu pour dire ceux qui croient qu'améliorer nos relations avec les États-Unis, ça va résoudre tous les problèmes de l'Iran, c'est pas possible. Donc on voit bien, effectivement, et on en parlait tout à l'heure, des limites du président iranien. Mais on peut aussi reconnaître que c'est important pour les Iraniens. Je pense que du côté des Iraniens, croyez-moi, allez leur dire que si l'inflation demain est passée en dessous de 10%, je pense, même si beaucoup, effectivement, ont des récriminations, notamment les jeunes, par rapport à la République islamique d'Iran, je pense que ça soulagerait un peu. Donc c'est quand même ça qui a été discuté lors de cette élection présidentielle. Alors, je ne dis pas que tout est réglé, mais c'est déjà pas mal, si vous voulez, que le problème soit identifié. Effectivement, ensuite, on verra
Bon, on n'est pas là, on verra si le président pourra faire quelque chose, parce qu'il y a un autre président conservateur, excusez-moi, candidat conservateur, Ralibov, qui est plutôt ultra-conservateur, qui est plutôt malin, qui est un peu sur cette ligne, sans le dire trop ouvertement, parce que c'est affronter le guide d'Ali Khamenei. Mais on voit très bien que c'est un sujet qui reste important en Iran, et on va voir, on en revient, parce qu'il faut rappeler aussi, pour les gens qui nous regardent, c'est que ces fameux accords sur le nucléaire de 2015, il est très mal en point, mais officiellement, il finit en octobre 2025. Donc c'est-à-dire à partir d'octobre 2025, l'Iran ne sera plus lié à quoi que ce soit. Donc du côté, alors en plus on a des élections aux États-Unis, c'est pas simple, mais ça veut dire que du côté notamment de l'Europe, on regarde ça avec attention, parce qu'on se dit, bon, si on pouvait avoir un renouvellement de cet accord ou d'une autre forme, qui garantisse quand même que l'Iran ne se dirige pas vers la bombe nucléaire et qui permette d'améliorer la situation économique en Iran, bon, on aurait peut-être une situation gagnante-gagnante. Manal Chirali. Alors, pendant les débats, parce qu'il y a eu 6 fois de débats entre les candidats, et les Iraniens les suivaient, alors qu'ils n'aiment pas ce régime, mais ils suivaient les débats. Et ça a fait la risée de des jeunes avec qui je suis en communication, à chaque fois que les candidats parlaient de la relation avec les États-Unis. Ça le faisait rire, mais ils savent, parce que les Iraniens, ils sont au courant de ce qui se passe dans leur pays. Ils savent très bien que ce n'est pas le président de la République qui décide de l'amélioration de la relation internationale du pays avec les autres pays. C'est le guide. Et ça leur faisait rire, enfin rire jaune si vous voulez, que ces gens, pour réchauffer l'ambiance, ils commencent à parler vraiment des choses importantes pour les Iraniens, alors qu'ils savent pertinemment, ce n'est pas en leur pouvoir d'améliorer ou détériorer ou faire quoi que ce soit sur le plan international dans les relations entre l'Iran, les États-Unis, Israël et tout ça. Pour vous dire à quel point le régime est capable de faire appel à des effets cinématographiques pour attirer la population vers les bureaux de vote. À quel point cela est important pour eux? Parce qu'ils ont, je répète ce que j'ai dit en commencement, ils ont besoin de l'approbation du peuple. Ils ont besoin de dire aux étrangers, regardez, les Iraniens nous soutiennent, ils sont avec nous. Et demain, rien n'est pire pour la République islamique que les bureaux vides. Ça traduit une fébrilité du régime ? Absolument, ça je l'ai senti. Sinon, il n'aurait jamais laissé ce monsieur Pezeshkian, qui n'est vraiment pas un réformateur, mais qui est différent quand même, il faut reconnaître. Il n'est pas exactement la même chose que les durs comme les autres. Quand même, ce régime est tellement rigidifié qu'il ne supporte pas un tant soit peu de différence. Alors, mais il a quand même laissé quelqu'un d'autre qui est un tout petit peu différent, mais totalement obéissant, parce qu'à plusieurs reprises, ce monsieur Pezeshkian, il a vraiment prêté allégeance au guide de la Révolution, en disant que je vais lui obéir, je suis fidèle à sa ligne politique, je suis ceci. Donc, il a déjà fait preuve d'obéissance. Mais quand même, ça montre, ils ont laissé ce monsieur entrer dans les compétitions, tout simplement parce qu'ils ont besoin que demain, les Iraniens soient présents dans les salles de vote. Thierry Coville. Oui, alors il faut aussi voir, on en parlait, il faut voir la situation en Iran. J'écoutais, bon c'est vrai que moi je suis à Paris, je ne suis pas allé en Iran depuis 2018, c'est toujours difficile de parler à un pays quand on n'y va pas. Mais j'écoutais une leader, je ne me rappelle plus de son nom malheureusement, une leader réformatrice, donc il y a quand même des gens. Alors effectivement, il y a peut-être un problème de génération en Iran. Effectivement, je suis assez d'accord que les jeunes, comme dans plein de pays, les jeunes sont peut-être plus radicaux. Mais j'entends des réformateurs, et moi j'ai énormément de respect pour eux, qui se battent pour la démocratie en Iran depuis longtemps, qui connaissent tous les problèmes de ce régime. Et j'écoutais une réformatrice à BBC Persan, parce qu'il y a eu plein de débats à BBC Persan là-dessus. Et effectivement, il y en a qui disent il ne faut pas aller voter parce qu'on légitimise ce régime. Elle disait, écoutez, ne m'accusez pas de vouloir légitimer ce régime. Elle connaît tous les arrières. Elle dit, j'ai toujours cet objectif de la démocratie à long terme. Et elle n'est pas la seule à dire ça. Alors, c'est plutôt... je peux parler, excusez-moi. Et d'un autre côté, j'ai toujours cet objectif de démocratie à long terme. D'un autre côté, je vois qu'il y a une ouverture, c'est un peu ce qu'on est en train de dire, avec Pezeshkian. Et je pense que Pezeshkian, effectivement, par exemple, il y avait un candidat se disait réformateur lors des dernières élections 2020,
personne n'en parlait quasiment, parce qu'il était vraiment dans le moule, il n'était pas très connu. Là, il y a quand même quelqu'un, on va dire, qui est soutenu par l'ancien président Mohamed Ratami, qui est soutenu par l'ancien ministre des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif, donc qui veut dire quelque chose dans le camp réformateur. Donc je veux dire par là que les réformateurs qui se battent, beaucoup sont allés en prison, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça en Iran. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, en Iran, c'est la République islamique d'Iran, vous ne pouvez pas faire de la politique si vous n'acceptez pas le concept expliqué de Velayat Fari, qui est la supériorité du religieux sur le politique, et donc ça veut dire que vous acceptez la supériorité du guide. Dans le climat politique actuel, je pense que Pezeshkian était assez malin, quelque part, je pense que c'est de la tactique. Il a effectivement fait des déclarations au début, voilà, tout ce que dit le guide, moi je suis, etc. Mais il espère, on le voit très bien dans ces débats, il n'a pas tenu, on voit quand même, je crois que vous venez de le dire, il a tenu quand même un discours assez différent des autres candidats lors des débats. Donc il y a toujours cette contradiction. Effectivement, ils acceptent la supériorité du guide. D'un autre côté, ils veulent améliorer les choses à l'intérieur. Alors, c'était pour venir en votre aide que j'ai interrompu votre parole, parce que vous aimez les chiffres. Je voulais juste vous rappeler qu'en Iran, 85 millions Iraniens, 80% de 85 millions Iraniens, je répète, 80% de la population iranienne a moins de 40 ans. Alors quand on dit les jeunes Iraniens, c'est un pléonasme, parce que les Iraniens, ils sont tous jeunes. Les gens de mon âge, on est des dinosaures. On est des dinosaures. Sur 85 millions Iraniens, 80% de la population a moins de 40 ans. Donc quand je vous dis les jeunes ne joue plus avec ce régime, ne l'accepte plus et ne rentre plus dans son jeu, ce n'est pas qu'il y a, il n'y a que les jeunes. Non, 80% de la population iranienne a moins de 40 ans. C'est quand même, ce sont les jeunes. Et d'ailleurs, à chaque fois, ce monsieur différent, soi-disant Pezeshkian, il prenait la parole pour se faire accepter des enturbanés du régime, pour se faire accepter du guide de la révolution. Il n'arrêtait pas de citer le Coran et Nahj al-Balagha. Et donc, on lui posait une question, par exemple, qu'est-ce que vous dites de voile islamique qui en dérange autant ? Alors, il citait pendant des heures et des heures et des heures Nahj al-Balagha en arabe, Sahifa Sajjadiyya en arabe, et le Coran en arabe, pour dire que je suis encore plus religieux que vous. D'accord ? Et ça faisait rire. Ça faisait rire les jeunes. Elle disait, ils vont nous faire comprendre qu'il est différent alors qu'il est encore pire que les autres. Qu'est-ce qui pourrait changer là en Iran ? On a l'impression qu'il y a des avancées, que ça recule, mais que ça fait toujours un petit pas en avant, un petit pas en arrière. Depuis 10 ans. Juste pour préciser, je ne sais pas, mais pour donner le maximum d'informations, c'est faux. C'est vrai, c'est faux ce qui vient d'être dit, parce que l'Iran, effectivement, et c'est pour tous les pays qui font la révolution, il y a effectivement une grande partie de la population maintenant qui n'a pas vécu cette période, qui sont nés après la révolution. Et ça, il n'y a pas qu'en Iran. Quand on fait la révolution, évidemment, ils ont besoin des preuves. Il y a le temps de la révolution, le temps de raconter la révolution. Voilà, ça, vous savez, c'est toujours pareil. Hein, c'est quand même compliqué. D'un autre côté, l'Iran est plutôt en phase de vieillissement. Simplement, je voulais préciser, c'est qu'effectivement, le taux de fécondité, et ça traduit quand même, je répondrai à votre question ensuite, le taux de fécondité était 6 à 7 enfants en moyenne par femme avant la Révolution. Aujourd'hui, j'ai vu regarder les derniers chiffres à mon point net, c'est 1,7. C'est-à-dire le niveau français. Donc, il s'est passé quelque chose. Donc, j'en reviens à ce que je voulais dire sur la société iranienne. Il y a une modernisation de la société iranienne depuis la Révolution. Moi, c'est ça qui me frappe en Iran, contrairement au discours habituel dans les médias. Effectivement, alors, ce qui complique les choses pour les observateurs, c'est que c'est intervenu après une révolution islamique. Donc, c'est vrai que l'Iran, c'est déjà compliqué. Alors, expliquer qu'on a une modernisation de la société en grande partie liée à l'élévation du niveau d'éducation des femmes. Un des rapports de la Banque mondiale nous dit clairement le niveau d'éducation des femmes en Iran, c'est équivalent au niveau d'éducation de l'OCDE. Donc il y a une forte progression du niveau d'éducation des femmes. Donc pour répondre à votre question, c'est ça le problème de l'Iran. C'est une contradiction. Je vous donne un chiffre également, mais qui est à mon avis assez intéressant. Le taux de participation. Donc on a des femmes très bien éduquées en Iran. Même niveau que dans l'OCDE, les pays riches. Le taux de participation des femmes iraniennes à la vie économique, c'est-à-dire, vous prenez les femmes en âge de travailler, qui sont effectivement sur le marché du travail, vous savez, qui sont aux chômeuses ou qui travaillent, c'est 14%. 13,7.
Vous êtes dur en affaires. C'est ridicule et ça traduit bien cette contradiction entre effectivement, c'est bien d'avoir une société de plus en plus moderne qui s'éduque, ce serait aussi bien de fournir du travail à toutes ces jeunes femmes diplômées, notamment des très bonnes ingénieurs. Et parmi les meilleurs ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs femmes sont formés en Iran. Donc effectivement, je reviens à cette question. C'est justement l'espoir de l'Iran, c'est cette société civile. Est-ce qu'un jour, elle arrivera à exprimer tout son potentiel? Moi, j'ai fait une enquête sur les entrepreneurs iraniens en 2014. J'ai interviewé 25 dirigeants d'entreprises familiales en Iran. Eh ben, on la voit, cette société civile. Et ces gens, ils veulent la démocratie. La chose qu'il me disait, Thierry, alors il ne disait pas parler de démocratie, nous, on veut un état de droit. Donc arrêter effectivement le favoritisme. On veut un état de droit, on veut un état qui fonctionne et on veut que l'État nous donne toutes ces entreprises publiques qui ne savent pas gérer, notamment des femmes entrepreneurs qui existent en Iran. Nous, on saura les gérer. Donc sur le plan économique, la demande de démocratie, la demande d'état de droit, effectivement la demande de séparation du religieux et du politique, elle existe dans cette société civile. Donc le problème, si vous voulez, c'est comment arriver à lui donner potentiel pour agir. Alors effectivement, par rapport à ça, si je voulais dire aussi, je pense que les Iraniens veulent le changement politique, mais sans violence. Ils voient quand même ce qui s'est passé dans la région. Enfin, c'est facile. Vous voyez, de nouveau, en France, on peut parler, mais je veux dire, vous êtes en Iran, vous voyez l'Irak, vous voyez notamment la Syrie, vous voyez le Yémen. Je veux dire le changement, quand on vous dit, oui, sortez dans la rue, battez-vous, et vous allez voir, ça va aller mieux. Les Iraniens qui ont connu quand même la révolution iranienne, la guerre Iran-Irak, etc., ils disent bon, ils voient effectivement, ils voient pas d'alternative politique crédible. Donc c'est effectivement, on est face à cette situation. Il y a un certain nombre de gens qui disent non, moi je ne vais pas aller voter parce que je ne veux pas légitimer ce régime que je déteste. Il y a une partie des gens, on ne peut pas non plus le nier, qui disent bon, il y a une petite possibilité de changement, donc quelque part on va y aller pour que ce changement se matérialise. Et je dis toujours à mes étudiants que ça ne sert à rien de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, c'est faux, c'est vrai, il faut démontrer. Enfin, je n'ai pas compris ce qui était faux dans mes paroles, comme vous avez dit, c'est faux. Et d'un, et de deux, oui, c'est vrai. En Iran, aujourd'hui, sur 85 millions d'habitants, vous pouvez toujours trouver toutes sortes de raisonnements, évidemment. Mais quelle est la part des gens, les Iraniens, je pense que Thierry Coville voulait vous faire part d'une forme de son optimisme. Qui ne veulent pas voter. Quelle est la part de ceux qui pensent en votant peuvent changer quelque chose? Moi, je vous conseille d'attendre un petit peu, quelques heures encore. Demain, on va voir. On va voir. Même si l'État a tendance à gonfler les chiffres, même si on est en face d'une république islamique menteuse sur toutes les lignes, de toute façon, on a des journalistes qui sont sur place, qui peuvent quand même nous raconter ce qui se passe, et on ne peut pas mentir à ce point-là. Donc, on va voir demain quelle est la réaction des Iraniens. Est-ce que les Iraniens boycottent ce régime? Est-ce qu'ils pensent que ce régime n'est pas réformable? Ou bien ils pensent encore qu'il y a de l'espoir? C'est pas la peine de se disputer ce soir. Demain, on va savoir. Il est 19h, bientôt 50, c'est bientôt l'heure de se quitter, chers amis. Thierry Coville, l'avant-dernier mot de la fin peut-être? Non, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que par rapport à d'autres pays de la région grand ami de la France, où effectivement, avant, on sait d'avance que le taux de participation sera de 99,9%, il y a une part d'incertitude en Iran qui est liée au fait que, alors, je suis tout à fait prêt à reconnaître que l'espace démocratique, il n'est pas énorme, mais la population peut donner son avis. Et d'ailleurs, il faut aussi reconnaître qu'on a vu ce malaise. Il y a d'autres régimes où on vous dirait qu'il y a un taux de participation de 99%. Donc on a vu ce malaise et cette déchirure, cette fracture même entre une partie de la société iranienne et le régime, avec les taux de participation historiquement faibles aux élections présidentielles de 2021 et aux dernières élections législatives de 2024. Le régime ne l'a pas caché. Un taux de participation de 7% au deuxième tour dans une élection législative, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc effectivement, je pense qu'on va voir, et je suis tout à fait d'accord, est-ce que cette candidature réformatrice, c'est la grande question que tout le monde se pose, est-ce que ça va susciter un certain intérêt? Tout ce que j'entends dire, moi, ce sera sûrement pas l'engouement qui a eu lieu en 97. D'un autre côté, voilà, on en est un petit peu à la marge, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, mais effectivement, on saura lors des élections. Manal Chirali.
Alors moi, je pense que je peux donner un petit conseil à mon collègue pour se méfier quand même des paroles de la BBC persane, parce que les jeunes Iraniens l'appellent Ayatollah BBC, tellement ces news, ces nouvelles, sa façon de commenter la situation est différente, contradictoire par rapport à la réalité iranienne. Je voulais tout simplement dire, en bonne sociologue, que ce n'est pas une bonne source pour connaître la société iranienne. J'aurais pas réussi à vous mettre tout à fait d'accord ce soir, je crois. Il est 19h51, passé de 18 secondes. Merci Thierry Coville, merci Mana Chirali. Bon, on aurait pu en parler peut-être un petit peu plus longtemps, on était un peu contraint par l'heure. J'espère que vous reviendrez nous parler d'Iran, parce que ce sont des sujets qui nous intéressent et qui intéressent visiblement beaucoup aussi le chat. Merci d'avoir répondu à mes questions.